Alors, je suis effectivement Virginie Vogue, donc consultante et formatrice experte dans le secteur des marchés publics. Et ça fait un peu plus de 10 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est ça, donc je forme et que j'accompagne les entreprises et les acheteurs publics sur la thématique de la commande publique. Depuis quelques années, donc on travaille ensemble avec Libel, donc pour justement, dans cette optique d'aider les entreprises à aller chercher les marchés publics et à les remporter. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est le tout début, c'est-à-dire bien démarrer sur les marchés publics, essayer de bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les enjeux pour les entreprises aussi d'avoir des marchés publics et vous donner quelques clés de démarrage, je vais y arriver. Alors, sachant que voilà, on va essayer de balayer un maximum pour vous permettre d'adopter une stratégie commerciale adaptée au marché public. Et puis après, ce sera bien sûr à vous de jouer. Bertrand, je t'en prie. Allez, à mon tour, donc Bertrand Gaillard, donc de la société Libel. Donc effectivement, on a commencé avec Virginie à mettre en place ces webconférences et des formations, des livres blancs. L'idée étant d'accompagner les entreprises, Virginie l'a bien dit, pour les aider à gagner plus de marché, puisque le fait d'accompagner les gens vient en complément de notre premier métier, qui est l'édition de logiciels. Pour répondre, donc pour récupérer, détecter les appels d'offres et y répondre le plus simplement possible. Donc je dirais qu'on fournit les outils et Virginie nous apprend pas comment s'en servir, mais comment mieux s'en servir, comment mieux répondre. Voilà. Comment tirer le meilleur profit de cette technologie. Exactement. Alors, on est parti. Oh, pardon. Non, j'allais te dire, on est parti, donc vas-y. Donc, on est parti donc pour 45 minutes à peu près ensemble pour vous décrypter tout ça. Alors, parmi les personnes qui sont là, est-ce que déjà vous répondez déjà au marché public et quel est votre secteur d'activité pour voir un petit peu si on doit donner des exemples concrets qu'on essaie de s'adapter au maximum à votre secteur d'activité. Alors, N'hésitez pas pendant à que vous échanger. Si aussi, on l'a pas dit, si vous avez des questions en fil de route, n'hésitez pas à les mettre en bas à droite dans la barre. On regarde et on répond. Hein. Je suis en train de voir que nous avons un public 100% féminin aujourd'hui. Tiens, c'est intéressant. Ça arrive de temps en temps. Alors, donc du coup, Ok. secrétaire indépendante, je ne réponds pas encore au marché public. D'accord, donc ça, ce sera pour proposer à vos clients. Ok. Alors, après, je vois que d'autres personnes sont en train d'écrire. Allez, on va commencer et puis je lirai vos réponses au fur et à mesure. Secteur du service. Service, c'est un peu large. Est-ce que c'est du service de nettoyage? Est-ce que c'est comme Séverine, vous êtes secrétaire indépendante? Voilà. Après, prestation intellectuelle aussi, c'est un petit peu vague. C'est pas grave. On va démarrer comme ça et on va donc commencer par déjà vous donner quelques idées. Pourquoi on irait sur les marchés publics alors que les marchés publics, ça fait quelques années qu'ils ont un peu mauvaise presse. C'est-à-dire qu'on dit c'est pipé, c'est trop long, c'est compliqué, c'est toujours les mêmes qui remportent, etc. Alors en fait, à contre-courant de ça, déjà, ce qu'on peut faire, c'est donner quelques chiffres. Entre 10 et 15% du PIB français sont représentés par la commande publique. En fait, la commande publique, c'est vraiment un vecteur de développement pour les entreprises et pour les territoires en règle générale. Donc ça, c'est très important déjà de se dire, la commande publique, il y a une manne financière à aller chercher, il y en aura toujours, c'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire que les collectivités ou les organismes publics, dans tous les cas, auront toujours besoin d'investir de l'argent pour fonctionner, ça c'est évident, et ils passeront toujours par des marchés publics. Donc ça, c'est une chose, c'est que même si il y a des secteurs d'activité qui ont tendance de temps en temps à faire un petit peu des fluctuations, de la commande publique, il y en aura toujours. Cette commande publique, elle est de plus en plus accessible. Alors, vous ne le voyez pas toujours, mais sachez que ça fait des années que les organismes d'État, les syndicats patronaux, les organisations professionnelles, tout le monde se met autour de la table régulièrement pour pouvoir mettre en place des stratégies pour faciliter l'accès à leur marché et, plus exactement, pour faciliter l'accès des TPE et PME au marché public. En 2012, notamment, il y a eu
un guide qui a été édité, comment guide pour les acheteurs publics pour faciliter l'accès des TPE, PME au marché public. Alors, il y avait quelques conseils qui étaient notamment de rendre leurs consultations les plus lisibles possibles, d'informer les candidats si c'était possible en amont qu'ils allaient lancer l'appel d'offres. Et notamment, il y avait un conseil aussi, c'était de proposer un cadre pour l'offre technique, ce qui permettait aux entreprises de répondre de façon beaucoup plus précise aux besoins exprimés par l'acheteur, et de l'autre côté, à l'acheteur d'analyser les offres beaucoup plus facilement. Alors pour info, je vous le donne en avant-première, puisque je fais partie d'un groupe de travail marché public auprès d'un syndicat patronal. Il va y avoir un nouveau guide qui va sortir, donc qui est à la relecture là pour le moment, donc avec les nouvelles pratiques, intégrant la dématérialisation, etc. Donc ça continue à travailler. Et puis, sur ces 2 dernières années, sur ces dernières années, il y a eu plusieurs textes qui sont sortis. En 2016, il y a eu un décret qui a remplacé complètement le code des marchés publics, et il y en a un autre qui est sorti en 2018 avec une application depuis le 1er avril 2019 qui vient en fait renforcer les grands principes, qui ne changent pas les règles. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ces 2 derniers décrets qui régissent aujourd'hui la commande publique, d'ailleurs le dernier s'appelle le Code de la commande publique, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mises en place pour faciliter l'accès aux TPE-PME, pour renforcer la transparence des marchés publics, pour renforcer la traçabilité et faire en sorte que petit à petit, eh bien, un maximum d'entreprises puissent bénéficier de cette manne financière, tout simplement. Alors justement, je viens de vous prononcer deux mots. Je vous ai dit transparence et j'ai dit quoi? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a 3 grandes règles que doivent respecter les marchés publics. Et la première, c'est justement cette fameuse transparence. C'est ce qui différencie complètement un marché privé d'un marché public. D'ailleurs, ces 3 grands principes qu'on va vous énoncer là maintenant, c'est ce qui change. C'est-à-dire que la transparence, c'est par exemple l'obligation de publier son besoin à partir du moment où un certain montant est atteint. À savoir que ce montant aujourd'hui est à 25 000 euros. Donc rendre public, ça veut dire rendre visible par un maximum de personnes son besoin. La transparence aujourd'hui, elle est grandement renforcée par les principes de dématérialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous allez faire dans la commande publique quand vous répondez, ça va être aussi tracé, horodaté, et ça va être archivé de façon sécurisée et pérenne. Donc il y a beaucoup d'évolutions par rapport à ça qui viennent renforcer ce principe. Et surtout, la transparence, c'est aussi l'obligation pour l'acheteur de vous expliquer les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été retenu. Parce que répondre à un marché public, c'est sûr que ça prend du temps, on se positionne, on fait de son mieux, mais ça ne marche pas à tous les coups. Mais ce qui est très important, c'est de savoir pourquoi ça ne marche pas. Et là, ce principe de transparence va vraiment vous aider à vous positionner de mieux en mieux à chaque appel d'offres sur lesquels vous allez vous positionner. Donc ça fait partie des conseils qu'on va vous donner, ça fait même l'objet d'un slide. Toujours demander pourquoi vous n'avez pas été retenu, ne jamais s'arrêter sur un échec et vous mettre dans un esprit, on va dire, dans une dynamique d'amélioration continue pour toujours apprendre de ces échecs. Ça, c'est primordial. Ensuite, le deuxième grand principe, ça va être la libre concurrence. Alors, le fait de publier son besoin fait partie des règles de libre concurrence. Je ne peux pas juste informer 2 ou 3 opérateurs économiques que j'ai ce besoin, sinon ça ferme la concurrence. Et puis la libre concurrence, c'est aussi le principe de, grosso modo, on va dire, il est interdit d'interdire. On ne peut pas bloquer une consultation au bénéfice d'une catégorie d'entreprises. On ne peut pas interdire de soumissionner une société sous prétexte qu'elle est trop jeune, qu'elle n'est pas assez grande, qu'elle est sous telle forme juridique, etc. Alors, bien sûr, il faut aussi remettre ce principe de libre concurrence en face de la réalité du marché. Il est évident que si vous avez un chiffre d'affaires de 35 000 euros par an et que vous vous positionnez sur un marché de 100 000 euros, là, oui, on ne va pas vous interdire de soumissionner, mais il est fort probable qu'au moment où on va ouvrir votre pli, on risque de vous éliminer puisqu'il y a un vrai risque dans la pérennité du marché. Donc, il faut aussi que les entreprises soient raisonnables et responsables et qu'elles se positionnent sur des marchés qui sont à leur dimension. Mais à partir du moment où vous répondez à des marchés qui sont à votre dimension, la libre concurrence fait que vous ne pourrez pas être éliminé pour manque de référence ou manque de chiffre d'affaires ou autre. Je dirais que c'est vraiment important ce que vient de dire Virginie, en fait.
puisque là, on est voilà, donc bien démarré, donc peut-être qu'on a des sociétés jeunes qui n'ont jamais répondu ou voilà, qui sont assez petites. Rien n'interdit, en fait, Virginie l'a dit, de répondre. Par contre, moi, ce que je conseille toujours, faites attention parce que ben, c'est du temps, donc voilà, ne pas répondez pas, commencez pas à répondre sur un marché où vous savez que le chiffre d'affaires vous dépasse, parce que vous avez de grandes chances de bah, soit vous faire refuser votre candidature, soit bah, de vous mettre en danger si vous êtes accepté, si l'acheteur fait pas attention ou si voilà, il vous accepte quand même. Donc ça, c'est vraiment important. Visez à votre niveau. Voilà. Ouais. Alors, pour répondre à la question d'Aurélie qui demande est-ce que les conditions de chiffre d'affaires doivent être précisées dans le règlement de consultation? Non, en fait, malheureusement, il est extrêmement rare que les acheteurs indiquent le chiffre d'affaires minimum exigé Mm. des candidats dans leur règlement de consultation. Ils pourraient le faire, mais souvent, ils se contentent de dire que les capacités du candidat seront regardées, seront examinées au regard du chiffre d'affaires, des références Mm. et des capacités professionnelles du candidat. Donc en fait, c'est vraiment à vous de vous poser la question, est-ce que je suis suffisamment dimensionnée pour répondre au marché? Alors après, pour pallier à un manque de référence ou un manque de chiffre d'affaires ou un manque de capacité lambda, vous pouvez aussi répondre en groupement. On en Mm. parlera aussi vite fait sur cette conférence. Sachez juste que voilà, il faut rassurer l'acheteur et réfléchir sur ce Est-ce, qui peut être intéressant pour lui. est-ce que Virginie, il y a pas cette, enfin, je ne sais pas si c'est, on va dire une légende urbaine, mais on dit souvent c'est deux fois et demi, enfin deux fois et demi le montant du marché qui est demandé. Oui, alors en C'est fait, une bonne base de référence, je pense. c'est ça. En fait, il y a une règle, donc vraiment, il y a un texte de loi qui dit que l'acheteur ne peut pas exiger plus de 2 fois le montant du marché en chiffre d'affaires. C'est-à-dire que s'il passe un marché à 100 000 €, il pourrait éventuellement positionner le curseur de ses exigences à 200 000 €, mais pas plus. Sauf qu'effectivement, comme c'est jamais indiqué, des fois, on ne sait pas. Donc, si je reprends le même exemple, si vous avez un marché de 100 000 € et que vous faites un chiffre d'affaires de 250 000 € par an, ou même de 200 000 € par an, vous êtes sûr et certain que ça passera. Vous, à l'analyse de votre candidature, vous Mm. êtes sûr que ça passera. Par contre, si vous avez un chiffre d'affaires de 150 000 € ou de 100 000 €, vous n'êtes pas sûr que l'acheteur ait des exigences minimales du montant du marché ou plus. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est avant de vous lancer dans la réponse, tout simplement, poser la question à l'acheteur. Vous vous mettez sur la plateforme de Démat, il y a un espace pour poser des questions et vous demandez, exigez-vous un niveau minimum de capacité financière et si oui, lequel? Il vous répondra. Il dira peut-être à minima le montant du marché. Il vous donnera peut-être pas de chiffre, mais il vous donnera une idée ou 150% du montant du marché. Enfin, il vous dira et ça vous permettra de vous positionner. Par contre, sur ce même marché à 100 000 €, si vous faites un chiffre d'affaires en dessous, il y a de fortes chances que ça passe pas. Mais là, je parle d'un marché à 100 000 €. Si je parle d'un marché à 40 000 €, là, les risques financiers sont moins importants et potentiellement, je pense que ça pourrait être acceptable de vous positionner sur un marché à 40 000 € si vous faites 30 000 € de chiffre d'affaires. Mais ça, après, c'est pas garanti. Le problème, c'est qu'on prend un risque, donc n'hésitez jamais à poser la question en amont. Et je voulais rajouter pour la jeunesse des entreprises qui n'ont pas effectivement de recul en termes de référence, n'hésitez pas à argumenter au niveau des capacités techniques et professionnelles sur les références, on va dire l'expérience des personnes qui vont réaliser la prestation dans le cadre du marché, puisque finalement la société en elle-même, c'est juste une enveloppe juridique qui vient se positionner sur un marché. Mais qu'est-ce qui fait les capacités techniques et professionnelles d'une entreprise? Ça n'en reste pas moins, bien entendu, les personnes qui vont réaliser le marché. Oui, en fait, Elisabeth, la seule condition pour pouvoir candidater sur un marché public, c'est d'avoir un numéro SIRET ou, à minima, d'être en cours de création. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit déjà à l'URSSAF, enfin peu importe, si vous avez fait les démarches et que vous êtes en cours d'obtention de votre SIRET, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous candidatez et le moment où vous serez attributaire, vous aurez votre SIRET,
vous pourrez candidater. Mais il faut vraiment avoir fait les démarches et être déjà inscrit en tant qu'entreprise. Bien sûr, on n'a pas le SIRET dans l'immédiat, mais si vous êtes déjà en cours, ça peut fonctionner. Mais pas si vous n'avez aucune existence juridique, ça c'est certain. C'est vraiment une personne morale qui va se positionner donc avec un numéro SIRET. Et le troisième grand principe, c'est l'égalité, c'est-à-dire que chaque candidat va être analysé sur les mêmes éléments, sur les mêmes documents. Tout le monde devra répondre à la même date et heure, tout le monde sera traité de la même façon. Si l'acheteur régularise un dossier avec une entreprise, il doit régulariser avec l'autre. Et ça, c'est la troisième garantie de la commande publique et qui est plutôt rassurante aussi. Et la DEMAT vient renforcer ce principe d'égalité grâce à la traçabilité et à l'horodatage de l'ensemble des étapes, bien sûr, de la consultation. Alors, les consultations, en fait, on parle de marché public dès le premier euro, puisqu'en fait, à partir du moment où un acheteur a de l'argent public à engager, eh bien, c'est un marché public. Par contre, on peut avoir des marchés publics qui sont avec des documents, règlements de consultation, cahiers des charges, etc., qui sont plutôt formalisés. Et puis, on peut en avoir d'autres, bien entendu, qui sont beaucoup plus simples. Évidemment, en fonction du montant, on va avoir un niveau de formalisme qui va être évolutif. Sachez qu'aujourd'hui, donc pour les marchés de moins de 25 000 euros, l'acheteur peut tout à fait consulter directement des entreprises. Alors, en règle générale, c'est la règle des 3 devis qui va s'imposer, c'est-à-dire que l'acheteur va consulter 3 entreprises, va faire 3 devis et choisir pour lui le meilleur rapport qualité-prix. Mais dans certains cas, alors il y a plusieurs cas possibles, soit son règlement intérieur d'achat le prévoit, soit c'est un secteur d'activité très restreint et du coup il a identifié qu'un seul prestataire, soit il y a une réelle urgence. Bref, dans certains cas, l'acheteur va pouvoir même justifier de contacter directement une seule entreprise et d'acheter directement à celle-ci. Donc ça, après, ce sera pas vous, c'est pas vous qui choisissez, c'est vraiment l'acheteur qui vous sollicite. Par contre, comme on en parlera après, si vous voulez être sollicité, la règle, c'est de vous faire connaître, bien entendu, pour ces fameux marchés. Ensuite, à partir de 25 000 euros jusqu'aux seuils qui vous sont précisés à droite et qui diffèrent en fonction de la nature du marché et de l'entité qui passe, et où d'ailleurs, de l'entité qui passe le marché, eh bien, c'est ce qu'on appelle des marchés à procédure adaptée, MAPA. La procédure adaptée, elle est beaucoup plus souple normalement que la procédure formalisée et surtout, elle apporte l'avantage pour l'acheteur de toujours pouvoir prévoir la négociation. Donc, si vous répondez à un marché et que l'acheteur prévoit de négocier, c'est forcément une procédure adaptée. Alors, pourquoi j'ai rajouté le mot normalement quand j'ai dit la procédure adaptée est normalement plus souple? Tout simplement parce que souvent, par crainte du recours, les acheteurs vont être quand même assez procéduriers, même dans les MAPA. Ils vont vous demander plein de pièces, ils vont vous demander des tas de justifications que normalement, ils pourraient se contenter de récupérer juste au moment de l'attribution du marché. Tant pis, il faut de toute façon bien suivre le règlement de consultation et produire les documents qui sont nécessaires. Particularité du MAPA, et ça c'est très important, et du coup l'outil Libel va vous être d'une grande aide par rapport à ces procédures-là, c'est qu'il n'y a pas de délai minimum de publicité. Dans ce qu'on appelle les procédures formalisées, donc ce sont des marchés européens, donc au-dessus des montants qui vous sont indiqués ici, le délai minimum de publicité c'est 35 jours. Dans les MAPA, il n'y a pas de délai minimum. Ça veut dire qu'un acheteur qui décide de publier pendant 10 ou 15 jours ou 3 semaines, il a tout à fait le droit de le faire. Ça veut dire qu'il faut être hyper réactif quand on se positionne sur ces marchés-là. Et je pense que quand on est une petite structure, 99% des marchés sur lesquels on répond sont des MAPA. Eh bien, il faut les détecter le plus en amont possible. Alors évidemment, on vous en parlera après, il y a des outils de veille gratuits qui permettent d'accéder aux informations de façon non exhaustive, mais souvent avec un réel décalage entre le moment où l'acheteur publie et le moment où vous récupérez les données. Donc on vous en reparlera après. Peut-être Bertrand, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, effectivement, c'est important d'avoir l'info plus vite et surtout d'être réactif. Et d'autant plus avec la réponse dématérialisée qui a, je trouve, encore plus raccourci les délais de réponse en fait. C'est sûr. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Donc il faut bien penser à ça. Ça c'est certain.
Alors, au niveau des obligations de publicité, justement, pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, donc en dessous de 25 000 euros, l'acheteur n'a pas l'obligation de faire une publicité, donc il faudra que vous fassiez connaître pour être sollicité directement. À partir de 25 000 euros jusqu'à 90 000 euros, l'acheteur va publier donc à minima sur son profil acheteur, donc c'est-à-dire sur l'espace de dématérialisation sur lequel vous allez devoir répondre après. Mais il peut aussi faire des publicités multiples, c'est-à-dire compléter avec une publicité sur un journal local, un journal officiel. En fait, il n'y a pas de règle, si ce n'est assurer une certaine visibilité de son besoin, de sa demande. À partir de 90 000 euros jusqu'au seuil des procédures adaptées, c'est ce qu'on appelle une publicité obligatoire avec minimum le support bulletin officiel des annonces de marché public, BOMP, ou un journal d'annonce légale. Donc là, on pourrait se dire, mais là, c'est plus facile. Sauf que des journaux d'annonce légale, il en existe plus de 600 en France. Hein, Bertrand, je crois que c'est à peu près le chiffre. C'est entre 500 et 600, ouais, c'est ça. À peu près. Donc, si vous devez avoir une veille sur tous les journaux d'annonce légale qui existent, même si on parle sur un secteur départemental, souvent sur un département, il y en a au moins 3, 4, 5 qui existent. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Après, si vous décidez de répondre je te laisse la parole, Bertrand. Ouais. Si vous décidez de répondre uniquement aux appels d'offres européens, là, c'est facile. Vous regardez que le BOMP et vous aurez de façon exhaustive tous les marchés. Mais si vous voulez avoir des MAPA, eh bien, il faudra organiser votre veille. Oui, Bertrand. Non, ce que j'allais dire, c'est que par exemple, rien que sur Lyon, nous, on va compter, enfin, c'est pas Lyon, c'est le Rhône, on va compter les Échos, le Progrès, la Tribune de Lyon. Il y a un article où vous avez quelques exemples et où justement, je voulais avoir le chiffre exact. J'ai essayé de le chercher. Enfin, pour moi, c'est impossible pour une petite entreprise de faire une veille efficace sur ce genre de support. Il y a beaucoup trop de choses. Enfin, nous, on voit tout ce qu'on peut recevoir, s'il y a encore en plus des choses qu'on reçoit en papier, puisque tout ce qu'on reçoit en papier, on va le remettre sur notre plateforme. C'est impossible de faire une veille et d'être sûr de rien rater aujourd'hui. Il y a trop de support, en fait. Après, ce sont des choix dans votre stratégie. Soit Tout à vous fait. voulez effectivement avoir beaucoup de choix pour vous positionner sur les marchés les plus pertinents, soit vous voulez avoir juste de l'appel entrant, c'est-à-dire vous positionner que sur des marchés. Après, c'est vraiment des choix stratégiques. Alors, si, les marchés de moins de 90 000 euros ne sont pas, bien sûr, le profil acheteur, en fait, c'est cette fameuse plateforme de démat. D'ailleurs, c'est marqué, en fait, Don Démat. Ouais, pardon, j'ai dit Don Démat, mais en fait, le profil acheteur, c'est ce dont je vous ai parlé. Donc, c'est la plateforme de démat sur lequel vous allez vous positionner aussi. C'est-à-dire qu'à partir de 25 000 euros, c'est profil acheteur à minima à chaque fois. Alors, au niveau du fonctionnement, on vous a dit tout à l'heure qu'il était important de bien choisir des marchés qui étaient dimensionnés pour vous. Effectivement, pourquoi? Parce que quand vous allez répondre à un marché, donc AAPC, c'est avis d'appel public à concurrence, vous répondez et systématiquement, l'acheteur va vous demander de produire des pièces de la candidature, donc des pièces au titre de votre candidature et des pièces au titre de l'offre. Les pièces au titre de la candidature, c'est précisément vos capacités techniques, professionnelles et financières. C'est-à-dire qu'on va d'abord regarder ces éléments-là. On va vérifier déjà si vous avez mis bien l'ensemble des documents, si le cas échéant, si les signatures sont obligatoires, si vous avez signé, vous faire régulariser le cas échéant et vérifier que l'entreprise est suffisamment dimensionnée en termes financiers, techniques et professionnels pour pouvoir répondre. Financier, c'est le chiffre d'affaires. Technique, c'est tout ce qui est référence, effectif et moyens techniques. Et professionnel, c'est tout ce qui est éventuellement qualification, habilitation, diplôme ou autres éléments qui seraient éventuellement indispensables pour pouvoir réaliser certains types de prestations. Alors, une fois qu'on a validé que vous étiez apte à répondre, on va passer sur une seconde phase où on va là regarder vos offres. Et l'offre, c'est le mémoire technique et l'offre de prix, tout simplement. Donc, c'est là qu'on va devoir juger. L'acheteur va donner des notes et va faire un classement. À savoir que la partie administrative, la première phase de candidature n'est pas notée, c'est juste go, no go, c'est-à-dire que oui, ça passe, je la garde et elle passe en deuxième phase, ou non, ça ne passe pas, elle n'a pas les capacités suffisantes, et dans ces cas-là, vous recevez un courrier
vous disant que vous avez été, votre offre a été, enfin votre candidature a été rejetée pour manque de capacité technique, professionnelle ou financière. Et par contre, donc la notation n'aura lieu que dans cette deuxième phase. On fait un classement, donc du meilleur rapport qualité-prix en fonction de ce qui aura été déterminé par l'acheteur en amont. Et ensuite, le cas échéant, si c'est une procédure adaptée, on peut engager des négociations. Ces négociations, elles peuvent se faire en fonction du secteur d'activité, soit oralement via des auditions, et chaque candidat retenu, pré-retenu, en tout cas faisant l'objet du classement, sera reçu et aura un certain nombre de questions à répondre. Ou ça peut être une négociation dématérialisée, c'est-à-dire que vous allez recevoir sur la plateforme de démat une demande de négo, et vous devrez donc envoyer les éléments avec vos éléments avec les nouvelles données. Ça peut être une négociation sur le prix, c'est souvent bien sûr une négociation sur le prix, mais pas que. Ça peut être une négociation sur des quantités, sur une qualité, sur un délai, sur peu importe, sur un SAV par exemple ou autre. Et sachant que l'acheteur, dans le cadre de l'égalité, va avoir la même négociation avec l'ensemble des candidats qu'il aura choisi pour participer à ces négociations, chose qui sera bien sûr précisée dès le départ dans le règlement de consultation. Il vous dira avec qui négociera. Ça peut être soit les 3 premiers du classement, soit toutes les entreprises, peu importe. Il peut y avoir plusieurs tours de négociation jusqu'à ce qu'on choisisse, que l'acheteur choisisse l'attributaire. Donc, quand vous êtes attributaire, vous allez recevoir soit un courrier libre, soit un formulaire Notien qui vous dit « Vous êtes attributaire, merci de me fournir vos attestations fiscales sociales ». Dans certains cas, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et avec la dématérialisation, certains acheteurs ont un accès direct, pas tous, parce qu'il faut qu'ils soient un peu dimensionnés. Il y a des notions de RGPD là-dedans qui font que tout le monde ne peut pas le faire. Mais certains acheteurs vont même pouvoir aller chercher directement vos attestations fiscales et sociales auprès des organismes concernés. Donc maintenant, dans certains cas, vous allez recevoir directement l'attribution avec l'acte d'engagement assigné et ça passera même pas par la phase merci de nous envoyer vos pièces. Mais parfois si. Et si vous n'êtes pas retenu, c'est à partir de là, à partir du moment où vous recevez la notification comme quoi vous n'êtes pas retenu, qu'il faut absolument que vous fassiez une demande d'explication pour quelles raisons je n'ai pas été retenu. Alors, il ne s'agit pas de les agresser, il s'agit juste de dire je n'ai pas été retenu, je prends acte, dans un but d'amélioration, pouvez-vous me transmettre le rapport d'analyse des offres, c'est vraiment ce que vous devez demander. Donc à la fin, vous verrez, il y a l'article de loi qui fait référence à cette demande. Pour info, on ne vous l'a pas dit, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pourrez récupérer le PowerPoint à la fin, vous pourrez le télécharger. Alors, l'acheteur va choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. C'est ce qu'on lit en règle générale dans les règlements de consultation. Qu'est-ce que ça veut dire l'offre économiquement la plus avantageuse? Bertrand, est-ce que tu as une petite idée par rapport à ça? Oui, bah, je le vois avec le tableau, ça va être une moyenne, je pense, entre le prix et ce qu'on va indiquer dans le mémoire technique, je pense. C'est ça, en fait, c'est un rapport qualité-prix. Et ce rapport qualité-prix, il est indiqué dès le départ dans le règlement de consultation, c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que dans le cadre de la transparence et de l'égalité, l'acheteur a l'obligation de vous annoncer dès le départ sa répartition de points, déjà entre le prix et le technique, ça c'est une chose. Et ce qui est important, c'est que dans le technique, il va être obligé aussi de vous préciser quels sont les sous-critères techniques. Et ça, c'est primordial parce que ça va vraiment vous aider à bien positionner votre demande. Alors, votre réponse plutôt. Alors effectivement, donc comme dit Bertrand, dans le tableau ici, on voit vraiment que l'offre A, c'est celle qui présente le meilleur rapport qualité-prix au regard de la répartition des prix, des critères. Si on avait eu la même réponse, avec la même notation, mais avec une pondération différente, par exemple 30 sur le prix et 70 sur le... Non, inversement, 30 sur le technique et 70 sur le prix, peut-être que ça n'aurait pas été l'offre A qui serait apparue. Donc là, c'est important aussi dans votre stratégie de bien regarder quelles sont les pondérations. Si vous vous positionnez sur une offre tarifaire, on va dire moyenne, moyenne plus, plutôt haut de gamme, n'allez pas sur des marchés sur lesquels le critère prix est prépondérant. Par contre, si vous voulez vous battre effectivement donc sur la technique, commencez à aller chercher des marchés sur lesquels
le prix est moins important que le technique. Donc ça fait partie aussi des règles qui vous permettront d'être efficace et plutôt même efficient dans la réponse. Répondre pour répondre, ça ne sert à rien. Donc on a dit dans les règles de choix, d'abord, est-ce que c'est un marché qui est vraiment fait pour moi? Est-ce que je ne me mettrai pas en difficulté et ou en difficulté l'acheteur dans l'attribution, en cas d'attribution? Deuxième règle, est-ce que je suis compétent? Est-ce que je remplis, est-ce que j'ai de réelles chances de remporter parce que mon positionnement tarifaire, par exemple, ou technique, correspond bien à ce qu'attend l'acheteur? Ça, c'est important. En fait, Virginie parlait tout à l'heure de stratégie par rapport à la veille, de savoir si on voulait tout voir ou attendre que les acheteurs nous contactent. Là, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est vraiment une question de stratégie, de savoir si on veut faire des choses, prendre le temps de faire des choses de qualité sur le mémoire technique, et donc on va se concentrer sur les appels d'offres où il y a une grosse importance donnée à la technique. Ou alors, en fait, ça va définir. Ce que je veux dire, c'est que ça va aussi définir le temps que vous allez passer et qu'il faut passer sur le mémoire technique ou pas. Aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que bon, pour un mémoire technique qui vaut pour 20% de la note, c'est peut-être, Voilà. enfin, il faut le faire, mais ça vaut peut-être pas le coup de passer beaucoup de temps. Alors, du coup, donc cette stratégie dont on vous parle depuis tout à l'heure, elle va passer par plusieurs choses. La première, je vais laisser la place à Bertrand par rapport à ça. La première, c'est effectivement détecter les marchés, parce qu'avant de répondre, il faut pouvoir savoir où ils sont. Alors effectivement, on vous a remis ici, on va redire ce qu'on a dit tout à l'heure en fait, hein, globalement sur la partie veille, puisque tout ce qui est veille, c'est vraiment lié au seuil de publication. Donc on vous l'a mis, il y a le réseau, c'est important aussi le réseau pour trouver des marchés, puisque Virginie l'a dit, on peut contacter maintenant les acheteurs en amont, leur expliquer ce qu'on fait, on peut trouver ces appels d'offres comme ça, ou voilà, avec des entreprises avec lesquelles on travaille régulièrement. Les autres supports, c'était les sites des collectivités. Donc, quand on parlait des profils acheteurs, ça peut être ça. Ça peut être des sites, voilà, on vous a mis des exemples pour Lyon. Encore une fois, on est lyonnais. Voilà. Donc, les sites directement où vous retrouverez les appels d'offres. Et puis, donc, il y a tout ce qui est site généraliste, qui soit gratuit ou payant. Il y en a qui sont payants. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas tous les appels d'offres. Par exemple, sur marchépublic.gouv, vous en avez, je crois que c'est 300 par jour à peu près, donc sur tout le volume d'appels d'offres, vous n'allez pas retrouver tout. Donc, ça implique souvent qu'on se bat en fait souvent sur enfin, tout le monde, enfin beaucoup de personnes beaucoup d'entreprises utilisent ces supports gratuits, et de ce fait, beaucoup d'entreprises se battent sur les mêmes appels d'offres. Donc c'est vrai que c'est en général des appels d'offres où il y a beaucoup de monde qui répondent, et il y a beaucoup de batailles sur le prix, Et puis évidemment, donc on vous l'a mis, il y a des centralisateurs, donc là qui sont des services payants, où là par contre vous retrouverez 100% des appels d'offres. Donc il y a voilà, des appels d'offres où il y a peut-être un petit peu moins de monde dessus, parce que tout le monde n'a pas la capacité de les retrouver. Vous allez avoir aussi des fois des délais qui seront moins courts, moins longs, pardon. On l'a dit tout à l'heure, c'est important de répondre vite, d'avoir l'info vite. Maintenant, surtout avec la réponse dématérialisée, où les délais de réponse se sont raccourcis. Donc, avoir l'info dès que le marché sort, c'est un très bon point. Et puis, je dirais que un des autres intérêts d'avoir accès à une source payante comme Libel, c'est la qualité de la veille. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'entreprise qui met en place des profils de veille sur un site gratuit, elle va mettre 5-6 mots-clés en place, ce qui est pas forcément suffisant pour avoir un profil qui soit vraiment adapté à votre structure, à votre activité. Soit vous allez rater des choses, donc ce qui est toujours problématique, de rater des appels d'offres à côté de chez soi. Soit vous allez avoir beaucoup trop de choses, vous allez avoir beaucoup trop de déchets. Donc
Chez Libel, par exemple, vous avez quelqu'un qui est en charge, voilà, qui fait ça depuis 20 ans et qui est en charge de mettre en place ces profils-là pour que vous ayez vraiment que ce qui vous intéresse, que vous ne soyez pas noyé parce que des appels d'offres, par exemple, chez Libel, on en rentre 3000 par jour. Donc vous vous rendez compte que si vous récupérez tout, ça fait beaucoup à lire, on va dire, dans une journée. Tout à Donc fait. voilà un petit peu ce qu'on voulait expliquer sur les différents supports de veille euh, pour récupérer ces appels d'offres. Ce qui est la base de la réponse, en fait, faut pas l'oublier. Alors, vous pouvez aussi, dans la stratégie, essayer de faire une veille sur les avis d'attribution. Donc, Mhm, l'outil Libel permet aussi de récupérer ça. La tout plupart à fait. des outils de détection. Les avis d'attribution, ça vous permet déjà de savoir qui a remporté le Mhm, marché et pour combien, et voir si vous êtes dans les clous au niveau du positionnement. Mais surtout, ça vous permet de détecter qui passe les marchés et le cas échéant, si vous avez des marchés, ce qu'on appelle des accords cadres, qui sont passés sur plusieurs années, et bien de vous mettre en place un système d'alerte qui vous dit que, ben, ok, j'ai pas eu ce marché, ou je l'avais pas vu passer, et du coup, j'ai pas pu me positionner. Je sais qu'il est passé pour 4 ans. Dans 2 ans et demi, 3 ans, je vais commencer à aller rencontrer l'acheteur et me faire connaître. Parce qu'en fait, on vous a parlé tout à l'heure des marchés de moins de 25 000 euros. Alors, c'est sûr que du coup, il faut vraiment oser aller présenter son offre au client, mais il ne faut pas oublier non plus que l'avantage d'aller présenter son offre, c'est certes d'être sollicité pour des petits marchés, mais aussi d'être identifié pour des marchés plus importants et de mhm. rassurer l'acheteur en amont, puisque le problème, c'est que quand vous répondez à un appel d'offres, à partir du moment où le marché est lancé, vous ne pouvez plus rencontrer l'acheteur. Et de façon évidente, un acheteur sera plus enclin à mieux noter une entreprise qui aura su le rassurer en amont. Donc sachez Mhm. que ce n'est pas du tout interdit de rencontrer les acheteurs publics, bien au contraire. Je- Là-dessus, je voudrais rajouter deux choses. Au niveau des attributions, alors nous, c'est vrai que voilà, on récupère beaucoup de choses, que ce soit les appels d'offres ou les avis d'attribution. Et c'est vrai que maintenant, de faire de la veille sur les avis d'attribution, ça devient vraiment, je dirais, de plus en plus intéressant. Tout simplement parce que bah, le fait de passer par un avis d'attribution est maintenant obligatoire. Alors, je me rappelle plus les seuils, Virginie, je sais pas si tu les connais. Mais en tout cas, ça devient obligatoire et les acheteurs commencent à prendre le pli, on va dire. Donc, Ouais, c'est faut pas 25 000 euros. même pour les avis d'attribution. Alors, c'est pas tout à fait des avis d'attribution, c'est ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire c'est les données Hmm, essentielles du marché. Et d'accord. effectivement, à partir de 25 000 euros, maintenant, les acheteurs sont obligés de Hmm, diffuser les données essentielles du marché, qui sont tout bêtement qui est l'attributaire, pour quel montant et quelle est la durée du marché. Donc, du coup, c'est tout ce qui nous intéresse ouais. de toute façon. Et c'est vrai que ils commencent à le faire de plus en plus. Donc voilà, ça devient vraiment une source intéressante d'infos. Et puis effectivement, ça permet les avis d'attribution, ça peut aussi permettre de faire de la veille sur les entreprises qui répondent en fait. Concrètement, on pense aux avis d'attribution pour surveiller les marchés publics, mais ça peut aussi être un moyen de surveiller les gens qui gagnent les marchés. Et pourquoi pas, si on va dire, vos prestations sont complémentaires à ce marché, ben, de leur proposer vos services. Ouais. Ça peut être aussi une façon de voir les avis d'attribution. Se positionner en tant que sous-traitant, ça peut être une très Tout à bonne fait. stratégie pour commencer à aller les chercher. Alors, pour continuer, donc ça, on vous en a déjà parlé, hein, soyez assez attentifs dans vos modalités de détection des marchés. Et surtout, dites-vous que répondre à un appel d'offres, c'est un acte de vente. Souvenez-vous que la candidature, elle sera évaluée avant, en premier, donc essayez de valoriser au maximum votre proposition. Il ne s'agit pas de faire juste, enfin si, vous pouvez faire juste le job en faisant quelque chose de très administratif, mais essayez de vous vendre et de rassurer l'acheteur en amont. Donc les capacités financières, vous serez systématiquement obligé de les donner, donc faites attention de bien vous positionner. Valorisez au maximum vos références. Si vous avez des photos, des attestations clients, n'hésitez pas à les fournir, puisque ça fait partie des choses qui vont permettre à l'acheteur de dire « Ok, j'ai envie de travailler avec cette entreprise ». Ça ne vous fera pas remporter le marché, mais ça vous évitera d'être éliminé, évidemment.
Et puis les capacités professionnelles, donc, mettez en valeur, vos qualifications, vos niveaux d'études. Après, chaque secteur d'activité va avoir des exigences, pardon, différentes, mais vraiment, gardez en tête que c'est pas une machine qui va regarder votre dossier, ce sont des êtres humains. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et mettez-vous toujours à la place de votre lecteur pour savoir, comment va être analysé votre dossier. Mmh. Du coup, en règle générale, moi, ce que je conseille, mais après c'est un choix, hein, vous ne verrez pas forcément, dans les règlements de consultation qu'on vous demandera de faire un dossier. Moi, je conseille quand même d'annexer aux documents administratifs, un dossier de présentation. Alors c'est pas le mémoire technique, hein, qu'on soit extrêmement clair là-dessus. C'est en aucun cas le mémoire technique qui va, lui, dans l'offre. C'est un dossier de présentation des capacités du candidat où vous allez mettre l'historique de votre société, quelques dates clés, vos moyens humains, vos moyens techniques. Vous allez mettre des photos, des attestations clients, tout ce qui va vous permettre, c'est vraiment un dossier très commercial qui va vous permettre de rassurer l'acheteur lorsqu'il va ouvrir l'enveloppe. Même si elle est virtuelle, elle reste quand même une enveloppe. Après, Bertrand a parlé effectivement de façon extrêmement juste de se positionner en tant que sous-traitant une fois que le marché est détecté. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, chercher des partenaires en tant que co-traitant. Et là, en effet, les avis d'attribution peuvent être intéressants aussi, puisque ça vous permet de voir quelles sont les entreprises qui se positionnent aujourd'hui sur les marchés qui sont similaires aux vôtres. Et potentiellement, le jour où vous avez un marché sur lequel vous voulez aller, mais qui vous manque de l'envergure, qu'elle soit financière, professionnelle, peu importe, eh bien, vous pouvez contacter ces organismes-là pour dire, bah, tiens, j'aimerais bien qu'on réponde ensemble de façon à être beaucoup plus efficace. Différence rapide entre co-traitance et sous-traitance, je suis obligée de faire rapide parce que cette thématique-là fait l'objet d'une conférence à part entière. Ouais. Co-traitance, vous mutualisez les capacités, ça veut dire que vous êtes 1 plus 1 plus 1 égale 1. Donc là, en fait, vous êtes analysé comme étant un seul et unique candidat, mais en mutualisant toutes vos données. Le sous-traitant, lui, il n'est pas en contrat direct avec le maître d'ouvrage, il est en contrat uniquement avec son donneur d'ordre, à savoir le titulaire du marché. Il vient juste en renfort, c'est-à-dire qu'il ne va pas compter vraiment dans la qualité de votre offre. En tout cas, il sera juste en renfort pour une toute petite partie technique ou pour des renforts en termes d'effectifs. Mais il ne vient pas vraiment valoriser votre candidature. Donc pour terminer sur donc 2 derniers conseils vraiment extrêmement importants. Ne faites pas un dossier technique type, un mémoire technique type. Autant le dossier de capacité de présentation dont je vous ai parlé Mmh. tout à l'heure, on peut faire quelque chose de très stéréotypé, il n'y a pas de souci. Par contre, le mémoire technique, chaque offre, chaque demande est différente, chaque acheteur a ses propres attentes. Donc faites quelque chose de plutôt personnalisé. En fait, utilisez la même stratégie avec vos clients publics qu'avec vos clients privés. Je suis convaincue que quand vous répondez à un marché privé, vous faites bien attention de reprendre le contexte, de vous adapter à sa demande. Et bien là, c'est pareil. Et en plus, tout est écrit. Donc du coup, c'est quand même assez important. Et ce dont on vous a parlé aussi, apprenez de vos échecs. Donc, si vous devez faire un courrier pour demander le rapport d'analyse des offres, appuyez-vous sur l'article 2181-2 du Code de la commande publique. Donc, c'est le dernier décret qui est sorti et qui est en vigueur depuis le 1er avril 2019. Et puis, vous pouvez éventuellement, dans votre courrier, argumenter sur la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui vous permet d'accéder à un certain nombre d'informations dans la mesure où l'argent qui est utilisé pour les marchés publics, c'est de l'argent public et de ce fait, en tant que contribuable, vous avez droit à un certain nombre d'informations et c'est dans ce cadre-là notamment que vous pouvez savoir systématiquement sur n'importe quel marché, quel qu'il soit, que vous soyez candidat ou pas, qui l'a remporté et pour quel montant. Ça, c'est important. Je terminerai là-dessus, quasiment 45 minutes pile. On est pas mal là. Si vous avez des questions, alors sachant que chaque thématique qu'on a rapidement abordée, Ouais. le mémoire technique, les stratégies d'alliance, font l'objet à chaque fois, hein, de webinaires à part entière.
Donc le prochain étant le 7 juin sur la dématérialisation et après on en a un le 5 juillet pour quelques conseils pour booster votre offre technique. Et nous avons aussi des formations qui sont prévues, notamment sur Chorus Pro. Tiens, si vous êtes amené à facturer des acheteurs publics, sachez que tout le monde sera obligé d'utiliser le portail de dématérialisation des factures à partir du 1er janvier 2020 et que c'est déjà le cas pour les entreprises de plus de 10 salariés. Bertrand, un petit mot de la fin? Non, effectivement, sur les derniers slides que tu as montré, effectivement, ne pas oublier que il n'y a pas vraiment de différence entre le public et le privé. On est sur la même chose. C'est un acte de vente. C'est des personnes qui vont juger votre dossier. Donc, retenez bien ça. Adaptez-vous à chaque fois. Voilà, votre meilleure technique peut pas être type. C'est votre dossier de présentation, comme l'a dit Virginie, qui peut l'être. Par contre, votre meilleure technique sera forcément adaptée à chaque fois. Effectivement, on organise des formations. Si vous voulez aider donc les prochaines webconférences, si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Libelle ou Virginie. Je crois qu'on a mis nos coordonnées à la fin. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez aussi. Que dire de plus? Que dire de plus? Je ne sais pas. Virginie, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben, écoute, je crois qu'on a fait un tour un peu exhaustif. Alors, je vois qu'il y a une question. La lettre pour demander doit être... Alors, moi, je vous conseille effectivement de l'envoyer en recommandé accusé de réception, tout simplement parce que l'acheteur a un délai de 15 jours pour vous répondre. Et du coup, le fait de dater de façon certaine l'arrivée, c'est quand même mieux. Si vous l'envoyez en courrier simple, peut-être qu'il pourrait ne pas la recevoir, je ne sais pas. Donc, je vous le conseille. Alors après, cette demande, vous pouvez la faire aussi d'une autre façon. Vous pouvez l'envoyer par mail, si vous avez les coordonnées mail de la personne qui vous a notifié la non-attribution. Ou vous pouvez aussi, vous vous souvenez, là, on a dit, alors attendez, je retrouve le slide, où est-ce qu'on avait mis se faire connaître, voilà. Ici, on vous met se faire connaître en amont ou en aval. En aval, c'est précisément ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas retenu et vous pouvez prendre rendez-vous avec l'acheteur pour Tout à lui fait. dire, j'ai répondu, je n'ai pas été retenu, est-ce qu'on peut se rencontrer pour que vous puissiez me faire une explication directe de la façon dont a été analysé mon dossier. Et ça, c'est une bonne stratégie parce que du coup, il y a des choses qu'on peut vous dire à l'oral qui sont difficiles à écrire et ça peut être tout à fait Mhm. riche en informations. Maintenant, si l'acheteur vous dit non, je ne vous reçois pas, oui, il a droit à son petit courrier recommandé. Non. Alors, en dessous de 25 000 euros, il n'y a aucune obligation. En fait, Delphine pose la question, est-ce que vous me confirmez que l'acheteur a l'obligation de communiquer le nom de l'attributaire sur demande? Alors, ah oui, pardon. Alors, sur demande, oui, bien sûr, dans le cadre de la transparence, il est obligé de vous donner les infos. Pardon, j'avais mal lu la question, puisque bien sûr, c'est de l'argent public, donc il doit justifier de la façon dont il l'a utilisé. Mais par contre, il n'a pas l'obligation de publier. Donc, vous pouvez lui demander au titre de l'article de loi ou même de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs vous permet vraiment d'avoir ces infos. Que l'on est candidaté ou non? Oui, enfin, pour moi, le CADA, c'est en tant que contribuable, en fait, c'est pas en tant qu'entreprise. C'est ça? Exactement. Exactement. De la même façon, si vous avez envie de demander des comptes au maire de votre commune, savoir à qui et pour combien il a attribué le marché de réfection du toit de l'école, vous avez tout à fait le droit de le faire au titre de la Commission d'accès aux documents administratifs, en tant que contribuable. J'en profite, je vois on va avoir d'autres questions. Pour vous dire que voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais rajouter. Vous pourrez à la fin de la conférence télécharger. Patrick va me confirmer si c'est bien le cas. Oui, il me confirme que c'est bien le cas. Vous pourrez télécharger le support. Donc voilà, il y a une page qui va s'ouvrir normalement où vous aurez un bouton télécharger. Pour récupérer le support qu'on a utilisé. Et puis voilà, vous prévenir qu'on vous contactera à l'issue de la conférence, savoir un petit peu ce que vous en avez pensé, pardon. Et puis aussi, voilà, vous proposer une présentation des outils Libelle pour les gens qui ne les auraient pas encore parmi les gens présents.
Alors juste, Elisabeth nous dit: «Les marchés sont publiés une fois par an dans les collectivités locales». Donc sachez, ça c'est une obligation qui n'est plus d'actualité, depuis d'ailleurs avril 2016 en fait, dans la mesure où avant avril 2016, les acheteurs n'étaient pas obligés de prévenir les entreprises qui n'étaient pas retenues dans le cadre des procédures adaptées. Mais par contre, effectivement, donc il y avait pas d'avis d'attribution, rien du Mmh. tout. Mais par contre, une fois par an, elles étaient obligées de publier la liste des marchés, publiés. Alors attribuées. Évidemment, certaines ont gardé l'habitude, hein, il n'y a pas de souci, mais il n'y a plus d'obligation. Par contre, l'open data, dont on parlait tout à l'heure, est devenu une obligation de mettre sur le portail de Desmat ou sur un site qui s'appelle data.gouv les données essentielles du marché. Alors après, tout le monde n'a pas pris encore le pli, mais petit à petit, ça commence à arriver. Et Non, en dessous de 25 000 euros, en fait, il n'y a aucune obligation. En dessous de 25 000 euros, l'acheteur n'est pas obligé de la faire une la consultation. la seule De... obligation, c'est la mise en concurrence, en fait, pour les marchés de moins de 25 000. Donc, c'est la règle des 3 devis. Enfin, Virginie, dis-moi si je dis une bêtise, mais l'acheteur n'est pas tenu de les publier où que ce soit. Non, et puis là, en fait, Elisabeth dit, on ne les voit plus, mais vous ne les voyez pas non plus avant. En fait, les Ouais. marchés qui étaient publiés dans les listes, c'était des marchés qui faisaient l'objet de consultations. Alors après, il faut bien comprendre. À partir de 25 000 euros, l'acheteur est obligé de faire une consultation écrite. Mais il avait le droit d'en faire même si son marché faisait moins de 25 000 euros. Mmh. Et les marchés que vous voyiez à l'époque sur ces listes-là qui ne faisaient pas 25 000 euros, c'était parce que l'acheteur avait fait un écrit, avait fait une consultation écrite. Donc cette même consultation écrite fera l'objet aussi de publicité sur l'open data. C'est une obligation à partir de 25, mais à partir du moment où l'acheteur fait une Publication. consultation écrite, il est obligé d'aller jusqu'au bout finalement de sa logique et de garder ses règles de transparence. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, moi je vais déjà vous remercier pour votre participation. Donc en espérant vous revoir bientôt, hein, donc dans nos webinars, ou pourquoi pas donc à l'occasion d'une session de formation où nous pourrions nous rencontrer. Merci à tous. Et puis, écoutez, Delphine, comme vous êtes sur Montpellier en local, on peut se rencontrer aussi, hein, parce que je ne savais pas que vous aviez changé votre activité. Donc je savais que vous n'étiez plus dans votre société, mais je ne savais pas que vous aviez démarré sur cette activité. Bertrand, merci beaucoup. Mais merci à toi surtout. Merci à tout le monde pour votre participation, votre présence. On vous retrouve, alors c'est le 7 juin, je crois, pour la prochaine webconférence. On en reprogrammera d'autres, je crois, après l'été. On va faire une petite pause quand même pour les vacances d'été. Mais on se retrouvera après. Et puis de toute façon, à bientôt. À très bientôt et passez tous un bon week-end, peut-être un peu pluvieux, mais c'est Oui, comme ça. Il fait malheureusement. beau la semaine et il pleut le week-end. Merci à tous, merci à toutes surtout, et merci à Plus toi, Bertrand. surtout. Ah non, on a Yannick, pardon Oui, Yannick, Yannick nous a je suis rejoint. désolée. Pardon. Merci, très très bon Merci week-end à tous. Virginie. Bon week-end à tous. Au Au revoir. revoir.